mon projet initial de vie, moi, c'était vraiment de voyager. Le reste, je m'en foutais un peu. Je voulais voyager, faire de l'art puis voyager. Alors, c'était ça. Bon, ça a bien marché. C'est super. Ça a marché. C'est ce que t'as C'est ce que tu fais. Bonjour Marie, on est vraiment content de t'accueillir aujourd'hui. Tu sais que tu es une des chouchous du public du théâtre français, du CNA. Tu as joué de nombreux spectacles là. Et les gens t'adorent. Puis, tu sais, tout le monde sait plus ou moins que, bon, tu as été formée au Conservatoire de Québec. Tu es une actrice extraordinaire, très originale. Tu as travaillé longtemps avec Robert Lepage avant de prendre ton destin d'artiste, en fait, et puis de créer vraiment tes œuvres à toi qui sont uniques dans le paysage théâtral. Donc, t'es quand même quelqu'un qui se démarque, qui se remarque, dont l'œuvre est particulièrement intéressante. Donc, on est ravis de t'accueillir. Mon Dieu, merci. Quelle introduction. Je peux m'en aller maintenant. On a dit qu'on avait dit. Bonjour à vous deux. C'est juste comme introduction? C'est juste comme introduction? Ah, ben écoute, c'est à vous de juger, mais ça me fait très plaisir en tout cas. C'est super. Mais oui, mais j'ai un attachement particulier au CNA, oui, parce que je suis allée depuis que j'étais presque toute petite, mais je suis allée souvent, et alors j'adore ça, ouais. Puis là, on t'accueille avec une nouvelle création qui s'appelle Violence. Ça vient d'où? Comment c'est né? C'est un titre étrange, si je vous raconte la provenance du titre, parce que en fait, l'idée de ce spectacle, c'est venu de ma filleule qui s'appelle Léone, qui a maintenant 8 ans, mais qui avait 2 ans et demi. Alors, ça fait 6 ans que je travaille là-dessus, mais... Ben oui, je me rappelle qu'on avait parlé. Oui, pardon, à intervalles comme ça. Alors, Léone, quand elle était très petite, elle parlait beaucoup. Très jeune, à l'âge de 2 ans, elle parlait couramment très, très bien. Et puis, un jour, je revenais du Japon. Je suis allée manger chez eux le soir et on regardait des livres. J'y avais apporté un livre qui venait de là-bas, avec des images. Et puis, en regardant le livre, à un moment donné, elle a pointé un petit point dans le ciel des dessins. Elle a dit, regarde, on dirait une petite fleur japonaise qui n'est pas encore née. Et elle m'a dit ça très, très clairement, c'était limpide, c'était vraiment... J'étais tellement étonnée par la phrase. Alors, au départ, je me suis dit, je vais faire un spectacle inspiré de nos conversations. Et puis, pour vous faire une histoire courte, parce qu'on a eu plusieurs ateliers, et puis suite aux réflexions par rapport à nos conversations, et puis petit à petit, c'est devenu, ça a un peu bifurqué, l'idée originale a un peu bifurqué, et c'est devenu un spectacle que j'ai d'abord appelé Introduction à la violence. J'ai fait comme un premier segment qui avait ce titre, et c'est devenu Violence. Et en fait, c'est un peu... après avoir réfléchi, improvisé, tout ça, j'ai pensé justement à ce langage des enfants, leur façon de regarder le monde quand ils arrivent ici. On a l'impression qu'ils viennent, c'est comme s'ils venaient d'une autre planète, ou qu'ils avaient déjà existé, ou qu'ils avaient, tu sais, Vanny, t'es un enfant aussi, tu sais, tous les enfants ont ces moments où est-ce que des fois ils disent des phrases extraordinaires, puis on a l'impression qu'ils sont détenteurs d'un savoir qui vient de loin. Hein. Et je me disais, je pensais, peut-être quand on est petit, on reçoit une forme d'éducation pour être capable de fonctionner en société et pour être capable de vivre à tous les jours de façon normale et tout ça. Mais je me disais, d'une façon, c'est comme si on éduque les enfants en leur laissant entendre, mais avec bonté, bien sûr, mais c'est comme si c'était des êtres humains qui n'étaient pas encore adéquats et qu'ils arrivent dans la vie sans
comme si... Sans censure. Oui, Ouais. c'est ça. Et que ce qu'on fait, c'est on les... Je me disais, c'est peut-être la première violence à laquelle on est confronté après notre naissance, c'est l'éducation, en fait. C'est de se faire, de toujours se faire corriger. Oui, c'est de mettre en boîte toute cette liberté-là, en fait. Oui, exactement. On se fait un peu formater, on se fait diriger, on se fait... Alors, j'ai le sentiment parfois que un peu... Presque, c'est comme presque si toute notre vie après, on essaie tout le temps de reconnecter avec l'être qu'on était quand on est arrivé dans le monde. Ah oui. Et tu sais, des fois, on a cette nostalgie. Là, il me semble quand j'étais plus jeune, j'avais ce sentiment de liberté, ce sentiment de, tu sais, et on se rend compte quand on y pense qu'en fait, c'est une expérience de toute une vie, des violences qui sont pas et apparentes. Qui ne se voient pas nécessairement, qui ne se sentent pas nécessairement, mais on a l'impression qu'on est comme troué de balles, en fait. Ah oui. Et quand, pendant mon travail, à un moment donné, mais c'est un travail sur des années, fait qu'il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte, mais c'est quelque chose que je cite dans le spectacle d'ailleurs, mais à un moment donné, j'ai vu une entrevue, ça a été l'anniversaire du Golden Gate Bridge en Californie. Et ils ont fait... et en fait, c'est un des endroits au monde où il y a le plus de gens qui commettent des suicides. Ouais, à cause du brouillard, c'est ça? Oui, Ouais. et puis ils se jettent dans le vide. Et à l'occasion de l'anniversaire, je pense que c'était le 100e anniversaire du pont, ils ont retrouvé... Ils sont allés voir des gens qui avaient raté leur suicide, en fait. Ah oui. Qui s'est jeté du pont puis qui s'était raté. Et il y a un gars qui a consacré sa vie à donner des conférences à ce sujet-là. Il est très touchant à écouter parler. Il raconte que quand il s'est jeté en bas du pont, il était vraiment désespéré, à bout, tout ça. Et il dit lui-même que c'est une chose qui est souvent dite par les rescapés de suicide. Il dit, à la seconde où je me suis jeté dans le vide, j'ai éprouvé du regret. Oh my God. Et quand, en tombant, je me disais, c'est vraiment dommage parce que personne ne saura jamais à quel point j'aimais la vie. Wow. C'est magnifique, hein? Wow. C'est quelque chose à quoi tu t'identifies, toi? Parce que, dans le fond, tu parles de violence, mais toi, tu es quand même une artiste que moi, je ressens comme rebelle, même si ça ne s'exprime pas d'une façon extravertie, mais c'est comme si tu es quelqu'un qui a gagné ton autonomie aussi, parce que tu as fait Jimmy, créature de rêve, puis c'était un peu la créature de Robert Lepage aussi, d'une façon. Puis là, c'est comme si progressivement, tu t'es émancipée. Est-ce que c'est quelque chose que... Ben, c'était pas... Oui, j'ai toujours aimé... j'ai toujours été attirée par pas l'obscurité dans le sens sombre nécessairement, c'est bizarre ce que je dis, mais j'ai toujours été intéressée par l'étrange, la marge, et puis je l'ai été d'une certaine façon marginale depuis enfant, parce que j'ai toujours apprécié cette étrangeté, et puis je l'ai souvent même affichée. Je pense que je suis une personne un peu étrange aussi, peut-être pas, ça paraît pas tant, mais je suis un peu étrange, mais je l'assume bien, j'ai toujours bien vécu avec ça. Et en fait, j'ai toujours été un peu là où mon instinct me portait. Hein? Parce que quand j'ai rencontré Robert, par exemple, comme tu fais mention, ça a été des années de grand plaisir, des années de création. Ça a été une belle découverte, mais c'était pas mon projet de vie du tout. Je m'en allais au Japon quand je l'ai rencontré, puis c'est comme la rencontre avec lui qui a changé un peu mon destin. Puis ensuite, les spectacles qu'on a fait. Puis là, un jour, j'ai réalisé que j'étais plus heureuse dans ce contexte. Tu sais, on avait évolué, puis Robert aussi avait sa carrière et tout ça. Et puis moi, j'avais un désir de créer mes propres affaires. Alors, je suis simplement partie. J'ai parti en me disant, ben, advienne que pourra, je vais faire autre chose. Et là encore, alors, j'ai pas vraiment eu peur de me jeter dans le vide parce que j'ai été un peu toujours eu ça depuis adolescente. J'ai jamais eu d'ambition particulière. Je me suis jamais vue quelque part un jour. Mon but, c'était juste de vivre une aventure perpétuelle, en fait. Et je pense que quand j'ai quitté, quand j'ai décidé d'amorcer ma carrière solo, c'était ça aussi. Pour moi, c'était comme une nouvelle aventure. J'avais comme fait le tour d'une façon, là, et
Et bon, je suis partie en très bon terme d'ailleurs avec Robert, qui était très fier de moi, d'une façon, quand j'ai fait ce geste-là. Et oui, c'était aussi... c'était peut-être d'une façon liée au sujet de mon spectacle, d'une manière, parce que c'était aussi pour reconnaître ou recomprendre mon langage personnel. Parce qu'après 15 ans de création en collectif, on était des groupes, on était, bon, puis Robert était quand même l'orchestrateur de tout ça. J'avais le sentiment qu'il y avait une partie de moi qui était... comme Pillé, ou... en stand-by, tu sais. Ah oui. qui était comme caché. Ouais, tu sais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas abouti. Et quand je parlais souvent que je voulais faire mes choses, que je voulais faire mon propre travail, puis quand j'y pensais, des fois, les gens me confrontaient, ils me disaient, puis, as-tu un projet, veux-tu le faire? Et dans mon esprit, je me souviens qu'il me venait tout de suite cette phrase, ça faisait pas dans cette vie. Ça sera pas dans cette vie. Non. Oui, parce que j'avais peur, j'étais terrifiée. Et comme, d'une façon, pendant ces 15 ans avec Robert, j'étais protégée parce qu'il signait les spectacles. J'étais comme un peu... Tu étais en tournée mondiale. Oui, c'est ça. J'étais comme vraiment protégée. Star, ouais. Tout le monde s'occupait des choses pour moi. Et puis, j'avais juste le plaisir. Hein. Alors, pour moi, de me figurer que j'irais devant le monde et d'assumer la responsabilité d'avoir écrit, mis en scène, joué, alors que je le faisais déjà. Mais protégé. Protégé, ouais. C'est ça, exactement. Et là, le fait de m'imaginer que j'aurais à affronter tous ces dangers, si je puis dire, ça me faisait, ça se pourra pas. Mais finalement, par un concours de circonstances, j'ai fait, ben là, je vais y aller, puis je verrai bien. Et c'était vertigineux de faire ça. Quand je suis partie, quand j'ai créé Jimmy, j'avais très peur. Mais c'est comme si j'ai défoncé une porte. C'est toujours l'image que j'ai. C'est comme si j'avais défoncé une porte. Ouais. Et que tout à coup, j'ai fait « Ah, mon Dieu, c'est possible! » Et après la création de ce premier spectacle, qui a été un succès à ma grande surprise, moi, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais faire un spectacle que, bon, je ferais je sais pas quoi. J'aurais pu travailler, je sais pas où. Mais alors, c'était un gros succès. J'étais étonnée. Puis après, je me suis dit, je vais-tu en faire d'autres? Puis là, je me suis dit, peut-être que ça va être encore défoncer une autre porte. Puis je trouvais que c'était au-dessus de mes forces. Mais finalement, après ça, j'ai fait La Noirceur. Puis j'ai dit, il n'y a vraiment plus de problème. Et cette peur-là, elle s'est évanouie. Okay. Le fait que j'ai vraiment défoncé cette porte, ça l'a été pour toujours. Pas que j'ai pas peur, j'ai toujours été terrorisée, comme tout le monde. Quand on fait une création, c'est normal. Mais c'est comme la peur d'aborder un projet. Si tu me dis, veux-tu faire un projet? Je fais oui. Je dis toujours oui. Et puis, je m'arrange. Fait que d'une façon, je suis très fière d'avoir fait ça, d'avoir défoncé cette porte. Ben oui. Je suis vraiment contente. Ça a été, pour moi, comme... je ne dirais pas une renaissance, parce que c'est déjà né depuis un bout, mais ça a été... quand j'ai formé la compagnie, quand j'ai créé Jimmy, j'avais 40 ans déjà. Oui, c'est ça. Ben, finalement, on a plein de stades dans la vie où on peut... Oui, en fait. Complètement. C'était vraiment un début, un autre début pour moi. C'est-tu un travail conscient de vouloir retrouver ce sentiment-là de l'enfance et de l'enfant qui, justement, est libre? Es-tu consciemment dans cette démarche-là de vouloir ne pas rester dans un cadre puis de laisser le plus libre possible puis se retrouver ce rapport-là à la violence? Oui. D'éviter, en fait, ces cadres-là qu'on t'impose? C'est-tu comme un truc conscient? Oui, je pense. Alors, c'est intrinsèque, c'est comme en moi, puis je m'en rends pas compte. Mais c'est drôle que ça amène ça, parce que c'est pas, comment dire, c'est pas volontaire, tu sais, de dire, retrouver l'enfant, pas vraiment, mais j'avais fait un spectacle, à un moment donné, j'ai appelé « Moi qui me parle à moi-même dans le futur ». Hein? C'était inspiré de... C'est un titre formidable, en fait. C'est un titre extraordinaire, en fait. Merci. Mais ça vient d'une vraie chose. Quand j'étais petite, je me disais, un jour, je vais être plus vieille, puis je vais penser à moi, et ce jour-là, tu sais, je vais pouvoir me regarder telle que j'étais. Et je pensais souvent à des choses comme ça, enfant. Je me disais, mais un jour, je vais pouvoir penser à celle que je suis maintenant, mais je vais être quelqu'un d'autre. Ah, wow. Et j'ai comme... j'étais une enfant très timide, mais je réfléchissais beaucoup, je faisais toujours plein de choses. J'étais toujours bien dans la solitude, tout ça. J'aime l'enfant que j'étais. Pour moi, c'est comme une autre personne, mais quand je pense à elle, je fais, ah, wow, elle était quand même cool, la petite fille. Et je la respecte, comme si c'était quelqu'un d'autre. Oui, je comprends.
Mais ce qui m'a frappée dans les premières étapes de violence, par exemple, c'est que je trouvais que tu t'épanouissais de plus en plus comme interprète. Oh, merci. C'est comme si tu prenais ton envol d'interprète à l'intérieur de ta propre création. Je ne sais pas si tu as un sentiment que tu... Bien, en fait, comme le temps passe, hein, et que... tu dis, ah ben là, si je vais essayer des affaires... c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe, parce que sinon, hein, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais. Et en fait, c'est comme si je renouais aussi avec des façons de jouer ou avec l'exploration du jeu tel que je l'aimais il y a longtemps. Quand j'étais à l'école, quand j'ai commencé avec Robert aussi, tout ça, il y a... comment dire, j'ai vraiment des envies de renouer aussi avec mon métier d'actrice. J'aime ça jouer, j'aime ça aussi, comme je le fais aussi des fois quand je dirige d'autres actrices, j'adore ça, faire ça. Et j'aime beaucoup aller chercher justement des trucs un peu instinctuels, étranges, des trucs qui surgissent sans qu'on... Et le jeu, l'état de jeu, c'est vraiment comme se mettre en état je ne sais pas comment dire, c'est comme on se met un peu dans un état second. Et pour moi, c'est différent pour tout le monde. J'ai le sentiment que moi, c'est comme s'il y avait une frontière un peu poreuse entre moi et ma vie dans le sommeil ou ma vie dans les rêves. Et puis d'une façon, pour moi, c'est comme ouvrir une porte et laisser les vases communiquer entre eux. Il y a quelque chose dans ça. J'aime l'idée d'explorer des façons de jouer qui sont plus une étrangeté, qui sont un peu plus... Décalées. Oui, ou pas réaliste, tu sais, une sorte qui c'est un peu un amalgame entre la danse aussi et le travail son. du son aussi. Oui, le son beaucoup, Ce la qui est danse, très important le son. chez toi, parce que tu fais beaucoup de travail sur le son. Oui, c'est drôle parce que je me souviens même une improvisation que j'ai faite avec les filles l'année dernière. On ne sait plus, hein? C'est un peu décalé, je ne sais plus. Mais j'ai fait... On ne sait plus, on est où, là? J'ai monté un spectacle avant, ici. oui, c'est ça. Le monde d'avant. J'ai monté un spectacle avec, avec des filles sur avec la poésie, les œuvres poétiques des femmes de la Beat Generation. Oui. Mais c'était un travail extraordinaire, c'était vraiment le fun. Puis une fois, on a fait une improvisation, ils vont m'en vouloir, je raconte ça, mais non, mais c'était très le fun. C'est qu'on était autour de la table, puis je les regardais, des fois, ils parlent, tu sais, puis avec les mains, puis avec ils racontaient des affaires, ils lisaient. J'avais fait des entrevues avec elles à propos de leur vie personnelle. Mais comme je le fais, là, tu sais, on bouge beaucoup, hein, comme ça, puis on se rend pas compte. Mais ça exprime quelque chose. C'est comme si on allait chercher quelque chose qui n'est pas là. Tu sais, j'exprime, mais je pousse l'idée plus loin, en fait, d'une façon. Ouais, tu ponctues, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je regardais, puis je les avais filmés. J'en avais filmé quelques-uns. Je me disais, c'est drôle. Vous êtes-vous regardé? Vous êtes jamais vu quand vous parlez? Oui, c'est ça, mais les expressions, le corps, tout. Fait qu'on a fait un exercice on a poussé ça, mais au max. J'ai dit, allez-y. Et c'était tellement beau, c'était tellement étrange, mais on a ri après, parce que, tu sais, c'est des états qu'on n'affiche pas ou qu'on souligne pas. Mais dans ça, il y avait tout un espèce de langage physique que si tu l'exacerbes un peu, ça devient comme de la danse. Et c'est une trame non naturaliste, en fait. Oui, exactement. Et dans Violence, bien, justement, il y a un numéro d'ouverture où je fais ça, où je me suis rappelée, quand j'étais au Conservatoire de Québec, j'ai étudié avec Marc Doré, entre autres. C'était des gens qui avaient étudié chez Lecoq. Hein, c'était une école très physique. Comme toi, Brigitte, tu as fait ça aussi. Et... ben oui. C'était ça, là. Des années de pratique. Mais, tu vois, mes professeurs, ils venaient de là aussi. Et donc, je me souviens, quelque chose que j'aimais beaucoup... D'ailleurs, j'en parle j'ai écrit un texte dernièrement, je parle de ça, mais il nous faisait faire un exercice, il appelait ça des Xerox. Il disait aller dans le monde, hein, puis... Photocopier. Ouais, juste aller... Observer, de l'observation. Puis retracer. C'est ça. Reproduire. Et puis après, on venait, puis on reproduisait. Puis il nous disait, portez pas de jugement, parlez pas, faites juste regarder. Puis après ça, venez, puis reproduisez ce que vous avez vu. Mais c'était pas juste les gens. C'était aussi l'atmosphère, le rythme, le chien, l'atmosphère, la porte, l'escalier, l'ascenseur. Là, tu sais, alors, on faisait tout. Et dans ça, et quand il y a un numéro d'ouverture, mais probablement, je vais essayer de le développer davantage aussi dans Violence.
c'est que c'est comme si j'essaie de jouer en avant, en arrière, comme on ferait au cinéma. Tu sais, il y a au cinéma, tu fais ça, tu peux aller devant, tu peux aller derrière, tu sais, tu peux rewinder le film comme en arrière, en avant. Alors, j'ai voulu jouer avec cette idée-là du temps. Avant et après, avant, après, pendant. Donc, je joue, puis ça m'a inspiré, le mouvement. C'est justement comme un mouvement en avant, puis là, c'est comme si je vois partout autour, là, je reviens devant. Alors, c'est comme si j'essayais de faire un jeu où est-ce que, sans le jouer explicitement, c'est comme si j'essaie aussi de faire sentir l'atmosphère, les gens qui dansent là, la personne qui va se jeter sur moi, une explosion. Comme si tu marchais dans la rue, puis que tu fais et la rue et toi. Exactement. Et c'est super, c'est vraiment agréable à faire. Et on dirait qu'il y a comme un canal qui s'ouvre. Et ça se fait, c'est pas chorégraphié, hein, c'est vraiment instinctuel. J'ai pas chorégraphe non plus et tout ça. Mais il y a quelque chose là-dedans qui me parle beaucoup. Et présentement, je travaille avec des Japonaises, le Japon, puis on a eu des conversations beaucoup et tout. Puis dans la philosophie bouddhiste shintoïste, c'est une philosophie animiste. Hein. Il y a des esprits qui sont, mais qui sont pas... ça fait partie de leur légende. Hein. C'est pas de leur religion, c'est pas ça fait partie de leur légende. Mais il y a des êtres qui on appelle les yokai, qui sont des esprits. Et ces esprits-là, ils se transforment. Ils peuvent devenir des objets, d'autres personnes. Ils peuvent devenir des animaux. Ils peuvent devenir... C'est un peu comme... C'est un peu... parents avec nos légendes de loup-garou et tout ça, mais c'est comme... Ils peuvent devenir un frigo, là. Tu sais, c'est comme... Sauf c'est japonais. Oui, c'est tellement beau. Et alors, on parle beaucoup de ça avec elle. Et on travaille là-dessus. Justement, c'est bien, ça m'amène à ma question. Allons-y. Peux-tu nous parler du Japon et l'influence que ça a sur ton travail? Oui. Parce que, tu sais, moi, je suis allé une fois, là, 5 semaines. Oui. C'est comme un... On était... C'est comme un électrochoc. Ah oui. Puis c'est difficile à l'exprimer. Puis toi, je pense que ça influence énormément ton travail en soi, la façon dont tu crées, puis l'esthétique. Peux-tu nous en parler un tout petit peu de ton rapport avec le Japon, puis pourquoi c'est important? Puis... Ça fait longtemps. Hein, la première fois que j'ai eu... je pense que la première fois que j'ai eu, si je puis dire, un choc avec le Japon, c'est quand j'ai vu un documentaire sur un danseur de Buto. J'ai été vraiment... j'ai été frappée. Je dis, waouh, on peut bouger comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dommage étrange, cette danse. Il y avait autant une valorisation du silence et puis de l'absence de mouvement aussi, ce qui me surprenait pour la danse. Parce que aussi... Et aussi cette façon de danser, même avec la bouche, avec le visage, avec... tu sais, Et puis, je me suis mis à m'intéresser à ça un peu. Et en fait, je ne sais pas si c'était l'époque, mais honnêtement, je ne sais pas d'où ça vient. Mais j'ai toujours été fascinée par l'Orient. Et quand j'étais étudiante au conservatoire, j'étudiais le chinois mandarin à l'Université Laval, à Québec. Oui, j'ai étudié le chinois pendant 2 ans. Des cours, j'ai tout perdu malheureusement, mais je m'intéressais autant à la calligraphie qu'à la langue. Et puis par la suite, j'ai commencé un peu à apprendre la langue japonaise. Et je me suis dit, bon, ça m'intéresse, fait que je veux aller là-bas. Alors, mon projet, parce que mon projet initial de vie, moi, c'était vraiment de voyager. Le reste, je m'en foutais un peu. Je voulais voyager, faire de l'art, puis voyager. Alors, c'était ça. Bon, ça a bien marché. C'est super. Ça a marché. C'est ce que tu fais. Oui, ça a marché. Comme quoi, que même si tu n'as pas soi-disant d'ambition, tu avais quand même... j'avais un goût, en tout cas. J'avais un désir, tu sais. Alors, quand... j'étais allée au conservatoire, puis j'avais pas envie, j'avais même pas l'ambition de devenir actrice. Hein. Je trouvais ça très cool d'aller au conservatoire, mais je me disais, après, qu'est-ce que je fais? Je vais m'en aller au Japon. Je me souviens, à l'époque, Martine Bourne, elle était là-bas, et je lui ai écrit, et pour avoir des références et tout, et je voulais aller étudier, parce que Martine, elle a fait ça, je voulais aller étudier avec Min Tanaka, le Buto. Je me suis dit, je vais faire ça. Et quand Robert m'a demandé de jouer dans la trilogie des dragons, j'ai dit, il ne savait même pas que j'avais étudié le chinois, c'était une coïncidence. Et puis, je me suis dit, bon, je vais faire ce spectacle-là avec lui, parce que Robert, il m'intéressait beaucoup, il était fascinant. Et puis, je me suis dit, j'irai au Japon après. Mais dans ma tête, c'était une question de semaine ou de mois, tu sais. Parce que lui aussi est fasciné par le Japon. Quand Exactement. même.
Et finalement, de fil en aiguille, on s'est mis à faire des shows ensemble. Puis là, j'étais allée au Japon, mais 7 ans plus tard. Et je me souviens, Robert, quand j'étais arrivée là-bas, il était déjà à l'hôtel, mais il m'avait appelé, il me fait « Tara, tu comptes, Marie, là, enfin, tu sais, t'es au Japon, enfin. » Puis là a commencé vraiment, c'est poursuivi, mon histoire d'amour, mais dans le réel, mais ça fait longtemps, là, de ça, je parle, ça fait 25 ans, peut-être, ça fait... Oh mon Dieu! Oui, ça fait super longtemps. La première fois que je suis allée, alors donc, j'ai joué là-bas, après, j'ai joué dans 2 spectacles, on a fait une trilogie Shakespeare. Alors, j'ai joué Macbeth, je le dis ici. Puis après, on a fait les 7 branches de la Riviera-Ouattar. Oui, oui. Et puis après ça, j'ai remonté le polygraphe que j'avais écrit avec Robert en japonais, avec une équipe de japonais. Mais ça fait vraiment longtemps. C'était avant l'an 2000, c'est peut-être 96, 97, ça fait super longtemps. Et puis après, bon, j'ai été un petit bout sans y aller. Et puis tout à coup, je me suis mis à retourner là-bas. Et puis, j'ai remonté La fureur de ce que je pense. Et ça a été une expérience extraordinaire parce que j'ai travaillé avec le traducteur, avec des producteurs, avec des actrices là-bas. J'ai amené toute l'équipe. Et on s'est retrouvés au Japon je me suis retrouvée, évidemment, à travailler avec des interprètes, mais travailler avec des artistes japonais. Et ça, c'était la première fois que je me retrouvais dans ce collimateur, je peux dire, à ce niveau de communication. Oui. Et donc, là, c'est certain que ma fascination, elle a encore augmenté. Là, je me suis fait des amis. Et là, évidemment, quand j'ai eu la chance d'avoir une subvention du Fonds de création, du Fonds national de création, du CNA, et quand ils m'ont demandé qu'est-ce que tu pourrais faire avec cet argent, je me suis dit, ça serait le temps là, de faire un projet ambitieux. Et c'est là que j'ai développé l'idée, comme Léon m'avait décrit la petite fleur japonaise dans le livre. Je me dis, je vais prendre cette phrase et plutôt que de la mettre dans la boîte à souvenirs, je vais en faire un événement. Et je vais rendre hommage à cette petite fille et à la phrase qu'elle a dite. Je vais aller faire un gros show au Japon, avec des Japonaises. Puis on va faire en sorte que cette petite fleur japonaise, elle va grandir, en fait. C'est ça. Mais en fait, c'est certain que, tu sais, je parle de ça, le shintoïsme, l'étrangeté du Japon, le langage, leur façon d'aborder la vie, leur esthétique, leur philosophie de vie, leur façon d'être ensemble, leurs excentricités. Hein. Souvent, on a le cliché des Japonais. Oui, c'est le monde des excès, en fait, c'est ce qui est particulier. Oui, autant le monde corporatif là, dans l'excès que l'excentricité à l'excès, la nourriture, tout ça, tout est objet de fascination pour moi au Japon. C'est ça. J'ai l'impression que dans ton travail, peut-être pas, là, tu me diras si je me trompe, mais tu sais, au Japon, on disait ça juste avant de venir ici, c'est que on dirait que tu as Blade Runner et les samouraïs côte à côte. Puis quand on voit ton travail, c'est comme si on est dans le même... On a le théâtre qui existe, c'est-à-dire qui est millénaire, qui est un art où on sent chez toi cette importance-là. Puis on a tout l'apport visuel, du son. C'est comme si le passé et le futur, en fait... se rencontrent, tu sais. Puis on dirait que je sais pas si c'est être conscient ou inconscient ou j'invente des trucs pour rendre... c'est sûr, hein, comme tu mentionnes Blade Runner, ça a été un de mes films cultes. Je pense que je l'ai vu 5-6 fois. Là. C'est vraiment... oui, il y a toute cette modernité et en même temps le respect de l'ancien, mais toujours comme réinventer, respecter. Ça. Il y a un art au Japon qui s'appelle le kintsugi. Vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est l'art de recomposer de la porcelaine brisée ou de la terre brisée, tout ça. Alors, ils refont les vases ou les assiettes, ou peu importe l'objet, et ils en soulignent les cicatrices avec de l'or. Ouais. Alors, c'est magnifique. Alors, c'est comme ils refont l'objet, mais ils rendent les cicatrices apparentes avec quelque chose d'un métal précieux. Et c'est donc, justement, dans ça, tu vois, tu as en même temps le respect de tout ce qui a vécu, le respect de la connaissance millénaire, tout ça, puis le regard moderne qui se pose sur ça, justement. Il y a un grand respect des traditions aussi. Tu sais, ils ont ce qu'ils appellent les trésors nationaux, qui sont des gens qui
maîtrisent des formes d'art qui ne s'enseignent pas dans les écoles, donc qui sont transmises de personne à personne, soit de génération à génération ou de maître à élève et tout ça. Et c'est très beau, ça, cette espèce de... Et comme tu dis, ce regard moderne et en même temps, cet enracinement, c'est magnifique. Moi, j'aimerais savoir quand même, puisque tu te mets en scène, puis tu crées tes Ouais. univers comme tu vas le faire dans Violence. En fait, pour toi, qu'est-ce que c'était l'expérience de diriger des actrices comme tu as fait? Parce que tu les as mis en scène dans La Fureur de ce que je pense. Wow. C'était quand même quelque chose de différent dans ton parcours aussi? Ah ouais, ah ça, une surprise dans ma vie. C'est vraiment, j'adore ça. C'est vrai? Oh, j'aime ça. Et en fait, c'est drôle parce que j'aime ça, le jeu hein, d'acteur. Puis, tu sais, j'ai mes goûts, et j'adore. Et en fait, comme on parlait tantôt des expériences que je peux faire moi-même, des expériences de jeu que je peux faire moi-même, ben, le fait d'avoir commencé avec cette première expérience de diriger les autres, c'était la fureur de ce que je pense. Et ça a été pour moi un cadeau immense. D'abord, j'ai découvert, je le savais, je soupçonnais, mais je suis quelqu'un d'assez solitaire. Hein? Moi, je travaille, je fais mon affaire, puis Alors, d'abord, j'ai découvert un bassin d'actrices qui est inépuisable, là, que depuis que ça n'a pas de Oui, fond. c'est ça. Ça n'a pas de fin. Je n'arrête pas de découvrir, de rencontrer des gens extraordinaires, de grande intelligence. Et ça confirme ce que j'ai toujours cru, c'est-à-dire que les acteurs puis les actrices, c'est des artistes. Ah oui. C'est des créateurs. Et il y a quelques années, j'étais à Marseille. Je te dis, j'ai l'air jet-setter, parce que Mais on le sait que tu es jet-setter. je suis allée travailler avec, à Marseille. C'est à l'école des acteurs de Cannes, en fait. Mais la dernière année, ils le font à Marseille. Et j'ai des belles conversations avec le directeur là-bas. Il utilise beaucoup cette expression acteur-créateur. Et toute leur formation est axée sur ça, un peu comme quand j'étais au conservatoire. Et je me dis, j'ai toujours eu, tu sais, je me dis, tu sais, des fois, on va voir des films ou on va voir des spectacles, on dit, pourquoi le jeu est souvent réaliste, mais entre, tu sais, pas hyper réaliste, ou, tu sais, puis je me suis dit, chaque acteur ou actrice a ça à l'intérieur. On a tous à l'intérieur une façon de jouer qui est un langage personnel. Et quand on laisse la liberté aux acteurs et aux actrices de faire des propositions, c'est inouï, la beauté et l'originalité des choses qu'on reçoit. Et je pense qu'en général, les acteurs, les actrices qui sont doués, ils sont évidemment dotés d'une grande intelligence, mais d'un grand désir de s'exprimer aussi. Et pour moi, c'est un plaisir sans cesse renouvelé que de travailler avec des acteurs, des actrices, diriger des gens. Et je suis pas... je peux devenir directive, mais à la fin, mais pendant... J'aime beaucoup faire le free for all, tu sais, d'ouvrir puis de voir, ouais, d'ouvrir les portes puis d'encourager les gens à aller. Et je suis fascinée. Et pour moi, c'est une grande école aussi. Et aussi, je suis épatée par le nombre tu sais, d'interprètes qui ont un talent inouï. Et parfois, j'ai travaillé avec des gens qui n'avaient pas beaucoup travaillé. Je me disais, mon Dieu, comment ça se fait? On n'a pas vu cette personne-là plus... et donc, c'est un plaisir sans cesse renouvelé. Je ne vais pas abandonner ça. Ça a été vraiment une révélation grâce à Sophie, beaucoup qui m'ont invité, Sophie et Ginette, Sophie Cadieux qui a eu l'idée de m'inviter, et Ginette Noiseux à Espace Go à l'époque. C'était vraiment une... Moi, c'était jamais été quelque chose que j'avais ambitionné ou une affaire à laquelle j'avais rêvé. Donc, c'était une belle proposition originale que j'ai tout de suite aimée, puis j'ai accepté tout de suite. Et on m'a laissé beaucoup de liberté. Et depuis, là, j'en ai fait quand même pas mal, là, où je travaille avec des gens et j'adore ça. Et je me suis rendu compte d'une chose aussi, mais ça, on le sait qu'en vieillissant,
on apprend des choses. Il paraît. Il paraît. J'espère. Parce que... Non, c'est pas parce que, dans le fond... Oui, ben, c'est le cadeau de la maturité. Oui, c'est ça, c'est le cadeau de la maturité. Puis c'est ce qu'on reçoit en échange, j'imagine, ou en récompense de tout ce qu'on perd. Tout ce qu'on perd, oui, au moins. De tout ce qu'on perd. De tout ce qu'on perd d'agilité. Mais il y a une affaire qui s'appelle l'expérience qu'on acquiert. Et donc, ça veut dire que l'expérience aussi te donne que ton regard est plus vif. Sur les choses. Et j'adore des fois travailler avec des jeunes aussi, ou tu sais, des fois des jeunes qui écrivent ou des jeunes qui font des choses, des propositions, parce que des fois, je les vois confrontés à un problème que, de mon point de vue, est très facile, qui, de mon point de vue, est très facile à résoudre. Et c'est un plaisir, ça, de voir. Oui, c'est ça. De dévoiler des choses ou d'aider, des fois, de donner un coup de main, tu sais, et cette expérience-là que j'acquiers, mais on n'a jamais assez d'une vie. Hein. En tout cas, moi, je n'ai pas assez d'une vie parce qu'il y a tellement de choses. Après. Ah oui, quand tu seras en frigidaire, là, quand tu vas revenir en frigidaire. Quand tu serais devenu un frigidaire, oui. C'est ça. C'est très drôle. Mais oui, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai plein d'expériences que je veux faire. J'aurais peut-être pas l'occasion toujours de les faire moi-même. Alors, c'est le fun de les faire faire aux autres aussi. Et j'adore ça. Et je me dis, c'est le fun. J'ai l'impression de donner un cadeau, de dire à quelqu'un, toi, tu peux jouer comme ça. Oui, tu veux jouer à 4 pattes? Vas-y. Vas-y, on va regarder ce que ça donne, si c'est ta fantaisie. Et c'est beau parce qu'il y a ça à l'intérieur des acteurs, des actrices. Il y a une fantaisie. C'est des êtres fantaisistes, c'est-à-dire qui ont des fantasmes aussi, qui s'imaginent, tu sais. Des fois, on s'imagine jouer des affaires, on s'imagine faire des choses d'une certaine façon. Puis moi, en tout cas, mon plaisir aussi, c'est de faire allons-y. Puis allons découvrir ça, jusqu'où ça... Où est-ce que ça nous amène? Et non, vraiment, c'est une nouvelle porte que je n'avais même pas pensé d'ouvrir. Je veux dire, ta recherche de liberté là, est très inspirante. Merci. Pour vrai, c'est vraiment très inspirant parce que on dirait que c'est comme tu prouves que c'est possible de rester libre et d'avancer, et de rester instinctif, puis de tracer son chemin. Je trouve ça très beau et très inspirant. Puis... Merci, alors, d'avoir passé autant de temps avec nous. Puis c'est super. Vous avez vu, quand on ouvre le robinet, j'arrête pas de parler. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire. C'est ça qui est bien. Mais merci à vous. Merci de m'inviter. J'ai très hâte d'être au CNA aussi avec ce spectacle qui est encore plein de mystères, même pour moi. Alors, cool. Mais ça va. Ton mystère va avec ta liberté. Il va exister. Merci. Merci Marie. Merci.